De toute façon, qui avait l'intention de l'ouvrir? C'était mon idée. D'accord, au moins, il n'y a personne d'autre à blâmer que vous-même. Kevin Beats est de retour. Et s'il échoue, l'empire minier de Tony Beats pourrait s'effondrer pour toujours. Les fouilles d'Indian River sont devenues un cauchemar, consommant des millions de dollars et produisant peu d'or. Ce qui était autrefois une revendication prometteuse est désormais devenu un trou noir qui engloutit les ressources, le travail et le temps, et n'apporte que peu de retour. Chaque jour qui passe sans une percée est un autre jour qui se rapproche davantage de la ruine financière totale. Maintenant, avec l'équipement en panne et les pertes qui s'accumulent, Tony a une dernière chance. Colline du Paradis. Paradise Hill peut-il vraiment changer la situation? Ou est-il trop tard? Il ne s'agit pas simplement d'une autre saison minière, c'est un combat pour la survie. Si Kevin et son équipe n'y parviennent pas, des années d'efforts, d'investissement, de sang, de sueur et de larmes seront vaines. Rejoignez Kevin dans sa course contre la montre pour faire face à la faillite totale de toute sa famille. La course pour sauver Paradise Hill a commencé. Paradise Hill, cela ressemble à un rêve. Une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Mais pour la famille Beats, ce n'est rien d'autre qu'un pari aux enjeux élevés. Le fardeau de toute l'opération repose désormais sur les épaules de Kevin et il sait que les chances sont contre lui. Kevin et sa partenaire Faith avaient des doutes quant à leur retour. Ils avaient prévu de s'absenter cette saison, de prendre du recul et d'éviter le chaos. Et honnêtement, personne ne pouvait leur en vouloir. Un certain entêtement, profondément enraciné dans la famille Beats, a rendu les progrès douloureusement lents, parce que Tony refusait d'accepter l'échec et que l'équipage repoussait ses limites. Les revers sont devenus la norme, et sans l'expertise de Kevin. Ce fut une bataille difficile pour remettre le tambour en marche. Les pièces sont toutes là, mais les rassembler en temps opportun est un tout autre défi. Monica a vu l'écriture sur le mur. Elle savait que si rien ne changeait, toute l'opération serait vouée à l'échec. Elle a donc rappelé Kevin, espérant qu'il pourrait faire ce que personne d'autre n'avait fait. Maîtriser ce chaos avant la fin du temps imparti. Mais le problème va bien au-delà du simple bris d'équipement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est clair que les problèmes de Paradise Hill vont bien plus loin qu'un tambour cassé, et ce que Kevin va découvrir va tout ébranler jusqu'au cœur. Cependant, Kevin n'est pas confronté à une solution facile. 10 mois de déboire, de réparation à moitié terminée, et une opération menée à bien par la seule volonté signifie qu'il y a une montagne de travail à accomplir. L'équipage a réussi à remplacer l'anneau d'entraînement cassé et à déplacer la rondelle, mais ce ne sont que de petits succès dans une guerre bien plus vaste. L'équipe de Kevin est désormais confrontée à son plus grand défi, tout mettre en place avant qu'il ne soit trop tard. Vous devez fixer le pont de verrouillage, le fixer au tambour, connecter l'alimentation en eau, installer la bande transporteuse et fixer la trémie d'alimentation. Et ils ont moins d'une semaine pour le faire. Le temps presse et l'échec n'est pas une option. Le premier défi, récupérer le deck de verrouillage du piège en or. C'est une tâche délicate qui demande de la précision et de la patience. 2 choses qui manquent à cette exigence. Un faux pas et la structure entière pourrait devenir déséquilibrée, ce qui leur ferait reculer des jours qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Kevin et son équipe mettent le pont en place jusqu'ici. Tout va bien. Mais il n'y a pas de temps pour faire la fête. Ensuite, le tapis roulant. La ligne de vie qui alimente la saleté dans le tambour doit être installée et c'est là que les choses commencent à mal tourner. Une grue à une extrémité, une excavatrice à l'autre et des nerfs d'acier entre les deux. Tout doit être parfaitement coordonné. Mais bien sûr, rien ne se passe jamais bien dans le monde de l'extraction de l'or. Des entretoises tordues, des trous mal alignés et une bande transporteuse qui refuse de coopérer menacent de faire dérailler l'ensemble du processus. À mesure que les minutes se transforment en heures, la tension augmente, les pannes d'équipement, l'épuisement humain et la pression incessante pour réussir pèsent lourdement sur l'équipe. Il s'agit d'une course contre la montre, et à chaque retard, le rêve de sauver Paradise Hill devient de plus en plus lointain. Kevin et son équipe réaliseront-ils l'impossible? Ou est-ce que le dernier chapitre de l'empire minier de la betterave? Une chose est sûre, cette saison restera dans les livres d'histoire. Le chef d'exploitation se tient à proximité du chantier. Ses yeux sont rivés sur chaque mouvement et sa patience s'épuise de seconde en seconde. Il déteste se sentir hors de contrôle. Mais pour l'instant, Kevin est sa seule chance d'empêcher cette saison de s'effondrer. L'équipe travaille vite,
mais le travail est acharné. Il coupe, soudent, martelant, forçant à mettre en place des pièces lourdes et lutte contre le métal qui ne coopère pas. Le soleil tape fort et rend la chaleur presque insupportable. La sueur coule, les mains glissent et chaque erreur coûte plus que du temps. Plus cela dure, plus ils perdent d'argent. Les heures s'éternisent et la pression ne cesse de monter. Le tambour est resté inutilisé pendant plus de 12 mois, ramassant la poussière et la rouille, et chaque seconde qui passe sans qu'il ne fonctionne le rapproche du désastre. Kevin avance et refuse de ralentir, et son équipe suit son exemple. Ils soudent, coupent, martelant. Leurs mouvements sont rapides et précis. Des étincelles éclatèrent en éclairs brillants, illuminant leurs visages fatigués. L'air sent le métal brûlé, impli de la chaleur de leur travail. Chaque vis serrée, chaque pièce d'acier mise en place est une petite victoire. Mais il n'y a pas de temps pour la célébrer. Le tambour gémit sous la tension. Sa lourde d'armature résistante à ses efforts. Il est resté sans vie depuis trop longtemps. Il se défend comme s'il refusait de revenir à la vie. Le soleil tape sans relâche, donnant à l'air une sensation de feu sur sa peau. La sueur coule de leur front. Leurs bras leur font mal et leur dos a l'impression qu'ils vont se briser. Mais arrêter de fumer n'est pas une option. L'épuisement s'installe, mais personne n'en parle. Kevin sait que faire une pause maintenant peut faire la différence entre le succès et l'échec. Tout le monde ici comprend que s'il ne gagne pas cette bataille contre la montre, Paradise Hill lui glissera entre les doigts. Ils n'auront rien à montrer de leurs efforts, rien à quoi s'accrocher à part le regret. Alors que le jour se transforme en soirée, ils continuent leur route. Le ciel commence à virer à l'orange, le soleil descend plus bas, mais le tambour ne tourne toujours pas. Il se tient devant eux comme un géant immobile et les met au défi de continuer à essayer. Ils ont fait des progrès, mais pas assez. Pas assez. Tony Pace regarde et sait exactement ce qui est en danger. S'ils ne parviennent pas à faire fonctionner cette machine d'ici la fin de la semaine, tout ce pourquoi ils se sont battus sera perdu. Chaque once d'or qui repose dans la terre restera enfoui pour toujours. Ils ont besoin de plus de temps, mais le temps ne joue pas en leur faveur. Réparer le tambour était difficile, mais il ne s'agissait pas simplement de faire fonctionner une machine. Des camps miniers au projecteur. Kevin Beats est non seulement né dans une famille minière, mais il est également né dans un héritage de sable, de machinerie lourde et d'une chasse infatigable à l'or. Né le 10 juillet 1988, il était le premier-né du tristement célèbre Tony Beats et de son épouse Minnie. Contrairement aux enfants qui ont grandi dans des terrains de jeux et des jeux vidéo, son enfance a été pleine de saleté, de moteurs rugissants et d'attentes constantes. Il avait 3 frères et sœurs, mais comme il était l'aîné, il y avait toujours une pression sur lui pour qu'il établisse de nouvelles normes. Son père, un mineur légendaire du Klondike, n'était pas du genre à faire des compliments. Il a donc dû prouver sa valeur dans les conditions les plus difficiles. À seulement 13 ans, il était déjà plongé dans le monde de l'extraction de l'or, occupant des emplois dans lesquels la plupart des hommes adultes échoueraient. Et à 19 ans, alors que la plupart des adolescents essayaient de comprendre leur vie, il dirigeait les équipes de Paradise Hill. Ce n'était pas n'importe quel travail. C'était une question de survie, preuve qu'il avait le courage et les compétences pour être un better Ive. Il n'a pas seulement observé le fonctionnement des machines, il les a maîtrisées, réparées, soudées et s'est familiarisé avec chaque pièce mobile. Mais l'exploitation minière ne suffisait pas. Il souhaitait élargir ses connaissances au-delà de l'entreprise familiale. Il a fait ses valises et s'est rendu à l'Université du Nouveau-Brunswick, où il a obtenu un diplôme en leadership interdisciplinaire en informatique en 2012. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas une évasion confortable de la vie minière. Il avait encore un pied dans le jeu lorsqu'il était à l'université, gérant principalement le terrain de camping Eureka de 2011 à 2013. Non seulement il a acquis une éducation, mais il a également développé des compétences qui le distingueront plus tard. C'est ce qui est spécial chez lui. Il n'a jamais reculé devant les défis. Ses compétences en leadership sont devenues extrêmement pointues, et lorsqu'il est retourné travailler sur le terrain à plein temps, il n'était plus seulement un enfant de Beats travaillant sous la direction de son père. Il était là pour faire la différence. Puis vint le moment qui le présenta à des millions de téléspectateurs, Gold Rush sur Discovery Channel. À la 5e saison, il n'était plus seulement le fils de Tony Beats. Il était un acteur clé à l'écran et prouvait qu'il pouvait se défendre.
Les fans ont rapidement réalisé qu'il suivait non seulement les traces de son père, mais qu'il possédait également les compétences, les connaissances et la motivation nécessaires pour amener l'exploitation minière à de nouveaux niveaux. Sa spécialité? Démonter et remonter d'énormes machines minières comme si c'était un problème simple. La plupart des gens ne savaient même pas par où commencer, mais pour lui, c'était juste une journée de travail comme une autre. L'exploitation minière est physiquement, mentalement et financièrement brutale. Mais non seulement il a survécu dans l'industrie, mais il a également prospéré. Sa capacité à faire fonctionner et à réparer de la machinerie lourde est devenue sa plus grande force et a fait de lui un élément essentiel de l'exploitation de Beats. Il pouvait souder, fabriquer et surpasser presque n'importe qui. Ses connaissances techniques alliées à son expérience pratique ont fait de lui une force avec laquelle il faut compter. Mais malgré la renommée, il ne s'agissait pas seulement des caméras ou de l'or. Il s'agissait du travail, de l'agitation, de la lutte, de la corvée. En dehors des mines, il n'est pas du genre à afficher partout sa vie personnelle. Mais une chose est sûre, sa relation avec Faith Ting est solide. Bien qu'il ne révèle pas grand-chose, les fans ont eu un aperçu de leur vie ensemble via les réseaux sociaux. Ils sont ensemble depuis des années et prouvent que même dans un monde d'incertitude, certaines choses peuvent rester stables. Parlons maintenant d'Argent-Cœur. Avouons-le, c'est ce que tout le monde veut vraiment savoir. Sa valeur nette est d'environ 2 millions de dollars. Une fortune basée sur des années de travail acharné et son rôle dans Gold Rush. Mais comparé à son père, dont la fortune est estimée à 15 millions de dollars, il lui reste encore un long chemin à parcourir. L'entreprise familiale vaut des millions et l'industrie aurifère est impitoyable. Une mauvaise saison et tout pourrait changer. Mais c'est la réalité qu'il connaît bien. L'exploitation minière n'est pas pour les faibles et la famille Beats n'a jamais eu de place pour ceux qui ne pouvaient pas supporter la pression. Il a été confronté à des pannes mécaniques, à des conditions météorologiques extrêmes et à une pression constante pour performer. Chaque année, c'est un risque, mais il revient toujours. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il sait. La famille Beats n'abandonne pas. Kevin avait tout appris sur l'exploitation minière. Mais cela ne voulait pas dire qu'il voulait faire les choses à l'ancienne. Le combat d'un fils pour la libération. Kevin Beats est littéralement né dans le secteur minier, ayant grandi dans un monde où l'or n'était pas seulement un métal brillant, mais un mode de vie. Il était censé perpétuer la tradition familiale. Son père, Tony Beats, était déjà une légende du Klondike, celui qui croyait que le travail acharné, la force brute et une attitude pragmatique étaient la seule voie vers le succès. Cependant, Kevin avait ses propres idées. Bien sûr, il a appris les ficelles du métier très tôt et travaillait dans les mines avant même que la plupart des enfants n'aient leur premier emploi d'été. Mais cela ne voulait pas dire qu'il voulait suivre le livre de jeu de Tony Page par page. Adolescent. Il dirigeait déjà des équipes à Paradise Hill. Il avait les compétences, l'expérience et le dynamisme. Mais quelque chose n'allait toujours pas. Peu importe ses efforts, Tony était toujours là. Observer, jugger, pusher. Il ne suffisait pas de travailler dur. Il devait le faire à la manière de Tony. Et c'était là le problème. Des années passées à absorber toutes les leçons sur l'exploitation minière lui ont donné les connaissances dont il avait besoin. Mais il avait aussi les yeux tournés vers l'avenir. Technology, strategy, efficacité. C'étaient les choses qu'il voulait apporter au jeu. Mais dans le monde de Tony, si on ne pouvait pas le faire de ses propres mains, cela n'en valait pas la peine. Les choses ont changé lorsqu'il a décidé qu'il avait besoin d'une pause. Un congé sabbatique, comme il l'appelait. Pour Tony, c'était juste un autre mot pour arrêter de fumer. L'exploitation minière n'est pas quelque chose que vous tournez le dos. C'est dans votre sang. Mais il fallait prendre du recul. Respirez. Réfléchissez. Découvrez si cette vie était vraiment la sienne ou s'il était simplement piégé dans le cycle des battements. Tony n'aimait pas cette décision. Il a été obligé de combler le fossé sans son fils à ses côtés. Ce n'était pas seulement professionnel, c'était personnel. Partir était comme une trahison, a sans retour. Il n'était plus le même. Il avait un nouveau plan qui n'impliquait pas de rester dans l'ombre de son père. Chaque centime qu'il a économisé a été investi dans sa propre exploitation minière. C'était sa chance de prouver qu'il pouvait le faire selon ses propres conditions. Mais l'exploitation minière est brutale et la réalité ne se soucie pas des rêves. L'équipement est tombé en panne,
L'argent s'est épuisé et bientôt il a eu du mal à maintenir ses affaires à flot. Puis le moment de vérité est arrivé lorsque j'ai demandé de l'aide à Tony. Et la réponse? Au non clair. Fini les cadeaux gratuits. La voie difficile était la seule solution. Pas de traitement spécial. Pas de raccourci. Désespéré. Il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Parker Schnabel. Unconquerant. Certes. Mais aussi quelqu'un prêt à conclure un accord. Mais les accords miniers ne sont jamais équitables. Parker a proposé un camion d'occasion, mais à un prix qui dépassait le simple argent. Plus de 100 $0 sont sortis de sa poche, étirant chaque centime juste pour faire avancer les choses. Ce fut une dure leçon. Dans le secteur minier, la fidélité est rare et chaque faveur a un prix. Les difficultés n'étaient pas seulement financières. Son équipe, dirigée par le contremaître Brennan Ruo, était frustrée. Matériel ancien. Panes constantes, revers à chaque instant. L'exploitation minière ne consiste pas seulement à trouver de l'or. Il s'agit de survivre à tout ce qui fait obstacle, les conditions météorologiques brutales, les accidents, les pressions financières et l'épuisement total de déplacer des milliers de tonnes de terre dans l'espoir de devenir riche. Chaque pièce d'or est durement gagnée, chaque salaire est incertain. Pour Kevin Beats, il ne s'agissait pas seulement d'or, il s'agissait également de faire ses preuves. Il a dû se battre pour chaque pouce de progrès, pour montrer non seulement à Tony, mais aussi à lui-même, qu'il avait ce qu'il fallait pour suivre les traces de son père. L'empire minier de Beat ne s'est pas seulement construit sur la chance, il s'est également construit sur la sueur, la lutte et une détermination infatigable. Mais peu importe à quel point Kevin s'est poussé vers l'avant, une chose n'a jamais changé, la tension entre père et fils. Ils aimaient tous les deux l'exploitation minière, mais ils la voyaient sous des angles très différents. Le chemin de Tony était démodé, construit sur la sueur et le courage. Il venait d'une génération où le succès signifiait travailler dur et utiliser la force brute et la pure volonté pour accomplir le travail. Il avait bâti son empire à main nue et il espérait que son fils ferait de même. Mais Kevin voyait un avenir différent. Pour lui, l'exploitation minière n'était pas seulement une question de puissance musculaire, mais aussi d'innovation. Il croyait aux nouvelles méthodes, à l'efficacité et à la recherche de moyens d'exploiter plus intelligemment, et pas seulement plus difficilement. Et cette différence les maintenait en désaccord, même s'ils essayaient de se retrouver au milieu. Le lien entre père et fils ne se limite pas à la famille. C'est une bataille d'idéaux, une bataille de volonté. L'un veut construire quelque chose de nouveau, tandis que l'autre refuse d'abandonner le passé. Et tant que Gold continuera à la ramener vers les mines, leur relation sera mise à l'épreuve encore et encore. Combien de temps encore pourront-ils se battre? Y a-t-il enfin quelque chose? L'exploitation minière ne consiste pas seulement à creuser. Il s'agit de traverser les moments difficiles. Il s'agit de savoir quand avancer et quand s'éloigner. Certains mineurs trouvent de l'or et deviennent riches. D'autres repartent sans rien. The Rise and Fall of Gold Rush. Legends est une histoire de risque, d'ambition et de pure détermination. L'exploitation de l'or n'est pas un jeu facile, mais quand cela porte ses fruits, cela rapporte vraiment. Au fil des années, les ruées vers l'or nous ont rapporté de superbes butins en or, prouvant qu'un bon mélange de détermination, d'équipements lourds et d'un peu de chance peut transformer la terre en millions. Nous avons vu des équipes passer de la difficulté à joindre les deux bouts à la collecte de quantités d'or record. Mais ne vous y trompez pas, chaque once a son prix. De longues heures, matériel cassé, risques financiers. Lors de la première saison, l'équipe de Todd Hoffman n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Ils se sont présentés, ont fouillé et à la fin de la saison, ils avaient réussi à amasser environ 15 onces d'or. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour la rendre accro. L'année suivante, ils ont déménagé à Quartz Creek et les choses ont finalement commencé à s'améliorer. Ils ont retiré 93 onces d'or, d'une valeur d'environ 150 $. C'était une amélioration significative, mais loin d'atteindre le genre de chiffre qui les rendrait riches. Pendant ce temps, un garçon, Parker Schnabel, à peine sorti de l'adolescence, dirigeait la mine Big Nugget de son grand-père. Il est reparti avec 34 onces, un bon début pour un enfant. Mais il était clair qu'il en voulait plus. Dans une autre partie du Klondike, Dakota Fred Hurt a également fait des mouvements et a saisi environ 80 onces. Puis est arrivée la saison 3, et tout d'un coup, les choses sont devenues sérieuses.
L'équipage Hoffman s'est associé à Dave Turin et, ensemble, ils ont emporté 811 d'or, soit une valeur de plus d'1 million de dollars. Parker s'est également amélioré, a poussé ses limites et à la fin de la saison. Son record était de près de 200 onces. L'équipe de Dakota Fred n'était pas loin derrière, avec une frappe de 163 onces. Les enjeux ont augmenté et il était clair que plus ces mineurs avaient d'expérience, plus les récompenses étaient élevées. Dès la 4e saison, Parker Schnabel en avait assez de jouer petit. Il finit d'attendre dans l'ombre. Il a pris un gros risque en louant un nouveau terrain à Scribner Creek, et cela a été très rentable. À la fin de la saison, Parker avait extrait plus de 1,0 onces d'or. C'était son moment d'évasion. Le monde a commencé à voir de quoi Parker était capable. Et à partir de ce moment, plus rien ne sera comme avant. C'était plus que toute la carrière de Todd Hoffman jusque-là. Mais ensuite est arrivée la saison 5, où Parker n'a pas seulement battu son propre record, il l'a écrasé. Plat de 2,5 onces, rapportant près de 3 millions de dollars. L'équipage de Todd ne s'en est pas trop mal non plus, récoltant environ un 300 onces, d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Ce fut une saison respectable, mais comparé à l'ascension fulgurante de Parker, il était clair que l'écart se creusait. La saison 6 avançait et Parker ne faisait que commencer. Son exploitation fonctionnait plus harmonieusement que jamais. Son équipe travaillait comme une machine bien huilée et l'or affluait à flot. À la fin de la saison, ils avaient extrait plus de 300 onces, soit une valeur d'environ 35 millions de dollars. Mais ils n'étaient pas les seuls à élever leur jeu. L'équipage de Hoffman a finalement connu également une bonne année, avec un peu plus de 3,0 onces. Il semblait qu'ils avaient enfin compris, prouvant que la persévérance dans le monde minier pouvait finalement porter ses fruits. Mais comme toujours, l'exploitation de l'or ne vous permettra pas de gagner trop longtemps. Puis vint la saison 7, et Parker prouva une fois de plus qu'il était le roi du Klondike. Les chiffres étaient stupéfiants. Plus de 4,0 onces valaient plus de 5 millions de dollars. Il s'agit de sa plus grande réussite à ce jour, un véritable témoignage de sa stratégie, de ses compétences en leadership et de son dynamisme infatigable. Pendant ce temps, Tony Beats a également fait son geste. Pas du genre à rester les bras croisés et à regarder, il a ressuscité une vieille drague, une démarche risquée mais potentiellement révolutionnaire. À la fin de la saison, son pari avait été payant et il avait tiré 2,0 onces. L'or a coulé. Les enjeux ont augmenté et les chiffres ont augmenté plus que jamais. Puis la saison 8 est arrivée, et elle a amené les choses à un tout autre niveau. Parker et son équipe ont battu des records et extrait une quantité incroyable de 6,280 onces, réalisant ainsi plus de 7 millions de dollars de bénéfices. Ce fut un moment à couper le souffle qui a consolidé son statut de mineur le plus dominant du Klondike. Mais Tony Beats n'était pas loin derrière. Son opération était bien avancée et à la fin de la saison, il avait repris 3,600 onces à son équipe. Et l'équipage Hoffman, c'était sa dernière saison. Ils ont terminé avec un peu plus d'un 600 onces, pas mal selon la plupart des normes, mais loin de ce dans quoi Parker s'embarquait. C'était la fin d'une époque. La saison 9 est arrivée et Parker était loin d'être terminé. Si quelqu'un pensait qu'il avait atteint son apogée, il se trompait. Cette saison, il a battu un autre record. L'extraction de plus de 7,4 onces a rapporté près de 9 millions de dollars. Entre-temps, un nouvel acteur est apparu, Rick Ness, qui dirige désormais sa propre exploitation, a dépassé la barre des 1,0 onces. Il avait prouvé qu'il pouvait voler de ses propres ailes et s'était fait un nom dans le monde brutal de l'exploitation aurifère. Cependant, Tony Beats a connu une autre année solide sans atteindre son objectif, soit un peu moins de 400 onces. La ruée vers l'or battait toujours son plein, mais chaque saison apportait de plus en plus de défis. Puis est arrivée la saison 10, et l'imprévisibilité de l'extraction de l'or nous a frappé plus durement que jamais. Parker était de retour, extrayant plus de 7,2 onces d'une valeur de 10 millions de dollars. Cependant, Rick Ness n'a pas eu cette chance. Aux prises avec un nouvel emplacement, il a à peine dépassé les 500 onces. C'était un rappel brutal que toutes les saisons n'apportent pas le bonheur. Et Tony Beats, il a connu un sérieux revers. Un problème de bail l'a forcé à déplacer ses opérations et il s'est retrouvé avec un peu plus de 2,0 onces. L'imprévisibilité de l'exploitation aurifère s'est encore accrue, prouvant que même les plus grands noms peuvent se heurter à des obstacles.
En regardant toutes ces saisons, une chose est claire. L'extraction de l'or n'est pas qu'une question de chance. Il s'agit de savoir quand prendre des risques et quand jouer la sécurité. Certains mineurs ont fait fortune. D'autres ont tout perdu et chaque saison était un pari. Mais une chose n'a jamais changé. La chasse à l'or est restée. Il faut les ramener, quelle que soit la difficulté de la route. Et si l'histoire nous dit quelque chose, alors la prochaine grande récolte d'or pourrait bien être un coup de chance. Mais la vraie question est, qui deviendra riche ensuite? Kevin Beats est-il vraiment la clé pour sauver l'empire minier de Tony Beats? Ou Paradise Hill n'est-il qu'une autre tentative vouée à l'échec pour arrêter l'inévitable effondrement? Avec des millions en jeu et le temps presse, est-ce que ce sera un retour? Triomphe ou désastre? Certains disent que Kevin est le seul espoir. D'autres pensent que même lui ne peut pas réparer ce gâchis. Qu'en penses-tu? Paradise Hill peut-il encore livrer de l'or? Ou c'est fini? Tony Betterraves? Dites-le nous ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner davantage.